Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique, notre problématique va nous conduire à évoquer un pays que nous n'avions pas encore abordé. Mais parce que ce pays il nous est très proche et souvent très connu, je parle bien évidemment ici de la France. Alors il nous est paru opportun de voir si la France était un acteur classique des relations internationales ou si on peut considérer qu'elle en a une grille de lecture qui lui serait spécifique. Alors afin de traiter ce sujet, il nous a semblé approprié d'aborder cette thématique à travers le personnage qui nous paraît aujourd'hui le plus emblématique de la France au XXe siècle. Je parle ici évidemment de Charles de Gaulle. Et nous allons donc nous efforcer de répondre à la question suivante. Y a-t-il une approche gaullienne spécifique de la géopolitique ? Bonjour Fabrice. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Alors afin de répondre à cette question, il apparaît important de rappeler qui est Charles de Gaulle. La partie de sa vie qui nous est peut-être la plus connue réside dans sa dimension politique, notamment dans sa présidence de la Ve République. Il en a été le premier président, il a joué un rôle prépondérant dans l'élaboration de la constitution de celle-ci. Mais de Gaulle, c'est aussi un militaire, peut-être même et surtout un militaire, puisque c'est sa première fonction, celle pour laquelle il s'est préparé et qui l'amènera d'abord à être un officier de carrière. Alors, finalement, nous nous trouvons confrontés avec De Gaulle à un cas assez rare de chef de l'exécutif français ayant été un militaire de formation, ce qui évidemment a marqué sa réflexion et son action géopolitique. Alors Fabrice, pourriez-vous mettre en avant les aspects essentiels de ces fonctions militaires dans le cadre de notre problématique ? Oui Antoine, je pense que vous avez raison. Tous les aspects qui sont relatifs à sa dimension politique sont quand même très connus. Il y a énormément d'ouvrages de réflexions qui ont été menées, mais on a tendance à trop oublier sa dimension politique. Et c'est vrai qu'en France, et même au-delà de la France, en règle générale, qu'on ait un président de la République, qu'on ait un Premier ministre ou qu'on ait un chancelier, comme c'est par exemple le cas en Allemagne, c'est quand même assez rare d'avoir un chef de l'exécutif qui soit d'abord et avant tout un militaire ou un officier. Or, quand on regarde la carrière de Charles de Gaulle, c'est d'abord avant tout un militaire et un officier. Et on ne peut forcément que constater que durant toutes ces années d'apprentissage et de formation, il a forcément été très pénétré de ces dimensions militaires et que ça va avoir une influence sur sa réflexion. Donc dans un premier temps, il convient effectivement de rappeler un petit peu l'ensemble des paramètres qui auraient pu le marquer et qui sont liés à la dimension militaire. D'abord, comme on venait de l'évoquer très rapidement, sa formation, puisque je rappelle qu'il rentre à l'école de Saint-Cyr en 1908. Donc Saint-Cyr, c'est l'école en France toujours aujourd'hui qui est chargée de former les officiers de l'armée de terre et un peu aussi les officiers de la gendarmerie désormais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la guerre, il fera l'école de guerre et que d'ailleurs, dans le cadre de ses formations, il sera amené lui-même à faire un certain nombre de conférences. Donc on voit bien qu'en termes de théorie et de formation, il est déjà très marqué par la dimension militaire. Il y a un autre aspect, Antoine, qui est très important à noter, c'est qu'au-delà de la démarche intellectuelle, il va être amené à combattre à 3 reprises. Ça me paraît très important parce que, évidemment, ça rajoute une dimension importante. Alors, la première situation est connue de tous. Il a été combattant sur la Première Guerre mondiale. Ensuite, il a d'ailleurs été blessé, puis est amené à être en captivité selon une période assez longue. Il y a un deuxième conflit auquel il a participé et qui est d'ailleurs assez méconnu en France, puisqu'il s'est trouvé être volontaire pour accompagner d'autres officiers français qui étaient chargés d'encadrer et de former la nouvelle armée polonaise. On est dans le cadre de la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a un tas d'États qui sont créés ou qui réapparaissent comme la Pologne. Et il y a notamment une lutte entre la Pologne et l'Union soviétique au début des années 20. Et certains officiers français, dont Charles de Gaulle, sont censés former l'armée polonaise qui est toute nouvelle. Donc c'est une deuxième expérience pour lui. Et j'insisterai sur un point, elle est d'autant plus importante qu'elle va amener une expérience un peu différente de celle de 14-18 qui était à fond figé, parce qu'on redécouvre une guerre de mouvement, notamment avec la cavalerie et avec des distances. Donc ça va certainement amener une réflexion dans l'esprit de Gaulle à l'époque. Et puis il y a un troisième conflit qui est évident, c'est la Seconde Guerre mondiale, et notamment en tant que chef opérationnel, quand il va avoir le commandement de la 4e unité blindée en France, dont il va essayer, c'est bien connu sur les batailles de Montcornet et d'Abbeville, de mener des contre-attaques qui ne vont pas aboutir et qui ne vont pas être des succès, mais au moins
il a cette expérience concrète sur le terrain. Et puis après, il y a une troisième expérience où là, le militaire se conjugue avec le politique. D'abord parce qu'il va être très tôt assez proche d'un homme politique qui s'appelle Paul Reynaud. Il va lui envoyer un certain nombre de courriers, il va vouloir être un peu son conseiller en politique. Et puis après, progressivement, il va avoir des fonctions politiques, mais dans la dimension de la sécurité nationale. Il y aurait d'abord le secrétariat du Conseil supérieur de la défense nationale entre 1932 et 1937. Et puis, bien sûr, ça va être très très important dans l'évolution de son destin, j'ai presque envie de dire plus que de sa carrière. Il va être sous-secrétaire d'État à la Défense, nommé le 6 juin 1940 dans des conditions très particulières. Mais on voit bien que là, il y a une dimension militaire qui est très importante. C'est d'ailleurs très très bien mis en évidence par un livre de Jean-Paul Cointet qui est sorti en janvier 2020, dont le titre d'ailleurs est déjà très évocateur, révélateur, puisque c'est De Gaulle, portrait d'un soldat en politique, et que Jean-Paul Cointet, à juste titre, non seulement dans le titre, mais dans le cœur de son ouvrage, explique bien qu'il y a quand même une formation initiale militaire qui va avoir une influence sur le reste de son action politique. De ce point de vue-là, il s'inscrit un petit peu dans la même démarche que Yann Le Bohec, que j'aime bien citer à cette occasion, parce que Yann Le Bohec, qui est l'un des plus grands spécialistes, à mon sens, en France, des questions de l'Antiquité et de Rome en particulier, a écrit un ouvrage sur César, chef de guerre. Et là, on se retrouve un petit peu dans la même démarche, c'est-à-dire que très souvent, César est perçu comme un homme politique et à travers ses actions politiques ou ses tactiques politiques, mais en réalité, il a d'abord été avant tout un consul et un général des légions romaines. Donc, on est vraiment dans cette perspective. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus, on va pouvoir se fonder sur un certain nombre d'écrits de Charles de Gaulle pour essayer de répondre à notre problématique et de voir s'il avait une conception particulière de la géopolitique. Oui, d'accord. Donc la dimension militaire, finalement, chez De Gaulle ne se limite donc pas à des actions concrètes qui sont déjà importantes, puisqu'elles se déroulent pendant les deux guerres mondiales, la guerre froide, la décolonisation, mais elle revêt également, et ça c'est très important pour essayer de déceler s'il y a une approche gaullienne spécifique de la géopolitique, une dimension de réflexion. Et cette réflexion qui doit se retrouver d'ailleurs dans ses écrits. Est-il possible de dégager des idées fortes dans ces écrits qui nous permettraient de commencer à dégager les idées clés du général de Gaulle? Alors ça, c'est fondamental, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a énormément écrit, donc il va déjà falloir qu'on fasse un petit peu un choix. Et me semble-t-il, là, il y a 3 ouvrages qui sont prépondérants pour essayer de voir quelles sont un petit peu les logiques initiales dans lesquelles il a inscrit sa démarche par la suite. Et c'est plutôt les 3 ouvrages qui sont dans la décennie des années 30, parce qu'après, les mémoires de guerre sont toujours écrits a posteriori, c'est toujours un peu compliqué. Mais donc là, on a 3 ouvrages, et ils sont d'autant plus intéressants qu'ils combinent, comme on va le voir, à la fois la dimension militaire, stratégique et politique. Le premier ouvrage a été écrit en 1932, Le fil de l'épée. Ensuite, on a un deuxième ouvrage, Vers l'armée de métier, écrit en 1934. Et puis, on a un troisième ouvrage écrit en 1938, La France et son armée. Si vous me permettez, Antoine, il y a une petite réflexion initiale que j'aimerais faire à propos de ces ouvrages, parce que ça permettra aussi de leur rendre leur vraie place légitime dans tous les sens du terme. Souvent en France, par la suite, on a eu tendance à considérer que Charles de Gaulle avait été particulièrement novateur sur les questions strictement militaires d'un point de vue technique. Or, avec le recul, on ne peut que s'inscrire un petit peu en faux par rapport à ça. On avait déjà eu l'opportunité de le faire remarquer dans une de nos séances précédentes qui était consacrée à l'Idée-l'Art. En réalité, les 2 ou 3 grands penseurs en stratégie, c'est intéressant, d'ailleurs il y en avait un français, un britannique et un allemand, sont respectivement plutôt le général Étienne pour les Français, L'Idée-l'Art donc pour les Britanniques, j'y reviens pas puisqu'on l'a fait il y a quelque temps dans une séance précédente, et puis le général Heinz Guderian qui avait écrit un manuel assez célèbre malheureusement, Achtung Panzer. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la pensée du général de Gaulle à travers ses ouvrages, certes contient un certain nombre de logiques techniques. Si on veut aller un peu plus loin dans la précision, vous me permettrez d'apporter un élément supplémentaire. Par exemple, il évoque très peu les conditions des échanges radio ou de la communication à travers les chars. Il ne s'est pas énormément penché sur les questions du soutien aérien. Et d'ailleurs, dans le dernier ouvrage qu'on a cité, La France et son armée en 1938, finalement, les pages qui sont stricto sensu réservées sur les questions militaires sont assez peu importantes. Par contre, c'est ça qui est intéressant par rapport à notre question. Comme le souligne bien Jean-Paul Cointet, donc on a évoqué d'ailleurs dans son ouvrage De Gaulle, portrait d'un soldat en politique, en fait on a une analyse beaucoup plus globale
et qui s'inscrit beaucoup plus en termes de géostratégie. D'ailleurs, page 125 de cet ouvrage, Jean-Paul Cointet dit une chose qui est assez intéressante, où il y a citation, « Cette analyse, c'est l'analyse d'un géopoliticien ». Donc c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'en fait, il y a effectivement des idées clés qu'on va pouvoir dégager. Et me semble-t-il, il y en a principalement 4. Alors c'est toujours un peu arbitraire ou artificiel, mais s'il fallait en dégager des majeurs, il y en a à mon avis 4 qui se dégagent. Quelles seraient-elles? Tout d'abord, pour De Gaulle, ça c'est très intéressant, la paix ne peut jamais être perpétuelle. La paix est toujours menacée et il convient toujours de se préparer à une guerre future pour éviter justement de subir une guerre qui ne serait pas préparée. Ça c'est vraiment un premier axe fort. Ensuite, Antoine, il y a un deuxième axe qui me paraît très très important chez Charles de Gaulle, c'est l'importance et le primat de la géographie. C'est-à-dire que c'est la géographie qui doit donner les alliances, donner les perspectives, conduire à une stratégie. Et là, on ne peut que rappeler la citation assez connue de Napoléon, d'ailleurs, « La politique d'un État réside dans sa géographie ». Et on voit bien que Charles de Gaulle s'inscrit totalement dans cette démarche, à savoir, il faut toujours prendre en considération les géographies. Et à l'époque, lui, il pensait à la fragilité, d'ailleurs, des frontières françaises par rapport à la menace allemande. Ça nous amène à un troisième point, qui est assez important. De Gaulle considère beaucoup plus la pérennité des États, et notamment des États-nations, Antoine, si vous me permettez, que les concepts politiques et idéologiques qui, de son point de vue, s'inscrivent toujours dans une fugacité. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une permanence des États et il y a une situation beaucoup plus aléatoire ou volatile de la politique. Et ce qui est assez intéressant à souligner, c'est que même dans ses écrits des années 30, en réalité, s'il fustige la menace allemande, il la fustige dans la perspective classique d'un impérialisme allemand qui se relèverait après la défaite de 14-18 et qui serait dans la continuité de la menace de 1870. D'ailleurs, le combat perdu contre la Prusse qui va amener la création de l'Allemagne en 1870, De Gaulle va le connaître particulièrement à travers d'ailleurs les récits que vont lui en faire son père ou sa formation initiale. Donc c'est très intéressant. L'idéologie et la politique sont mis dans un second plan en faveur plutôt d'une réalité qui s'inscrit dans la logique des frontières et des États. Et puis il y a un quatrième point, et qui explique beaucoup de choses par la suite, c'est qu'un État, s'il s'avoue vaincu, sort définitivement de la géopolitique et de l'histoire, et donc il est impossible non seulement de s'avouer vaincu, et il faut toujours être dans la recherche de pouvoir relever l'État, mais surtout, il est impossible d'être dépendant d'une alliance, même d'un allié qui serait bienveillant, parce que là, on risque trop d'être tributaire de son bon vouloir, et on n'arrive plus à garder son indépendance. Donc franchement, à mon sens, c'est vraiment les 4 idées clés qui sont la norme de la pensée de De Gaulle en géopolitique. Et donc pour essayer de faire une synthèse, d'abord se préparer à une guerre future, faire toujours attention aux contingences géographiques, plus faire attention à la transcendance des États qu'aux évolutions idéologiques, et toujours faire en sorte que l'État dont on a la charge puisse survivre à des conflits ou, on va dire, à des échecs qui ne doivent être que ponctuels. Me semble-t-il, on a là vraiment le cadran clé de la lecture gaullienne en géopolitique. Alors, d'accord Fabrice, mais on en arrive maintenant justement à un aspect essentiel de notre sujet, puisqu'il s'agit d'essayer de déceler non plus à travers ses écrits, mais également à travers les actions concrètes du général de Gaulle, si on retrouve ces quatre idées majeures que nous avons juste mis là en évidence. Alors ça, c'est très intéressant. Je ne manquerai pas de souligner que pour essayer de voir les actions majeures, on va plus être amené là à se projeter sur la vie du général de Gaulle post-Deuxième Guerre mondiale, ce qui me permettra d'ailleurs de souligner qu'à mon sens, il y a une vraie transition sur son destin, parce qu'il n'occupera plus jamais de poste opérationnel à titre militaire. Il deviendra très provisoirement le chef des premiers gouvernements de la 4e République, puis on sait bien qu'en n'étant pas en adéquation avec la 4e République, il attendra le fait qu'on le rappelle au moment de la crise, notamment sur la question algérienne en 1957, puis il sera amené, comme vous l'avez rappelé à juste propos tout à l'heure, sur le fondement ou la fondation de la 5e République. Donc c'est en tant que chef d'État, notamment sous la 5e République, qu'on va voir s'il va appliquer un certain nombre des logiques telles qu'on vient de les évoquer. Là, me semble-t-il, évidemment ça peut toujours prêter à interprétation, les exemples sont assez édifiants parce qu'ils vont absolument étayer les logiques telles qu'on vient de les énoncer. Et on peut en prendre plusieurs exemples pour essayer de s'en convaincre. Tout d'abord, l'exemple qui m'apparaît le plus spontanément, c'est bien sûr la sortie de la France de l'OTAN.
mais que je conjuguerais avec sa volonté vraiment très importante que d'acquérir la force nucléaire et les forces de dissuasion nucléaire. Et c'est assez intéressant ces deux exemples parce qu'on voit bien qu'en plus, non seulement ils s'articulent autour d'une idée, mais qu'on retrouve même une combinaison des idées qu'on a évoquées précédemment. Et là, on voit bien à travers cet exemple de la sortie de l'OTAN d'une part et de la volonté de créer une arme nucléaire d'autre part, qu'on a à la fois le souci de recréer une force nationale qui permet d'être indépendant et d'anticiper la guerre, c'est-à-dire de l'éviter parce qu'on est suffisamment fort pour l'éviter. C'est ces deux logiques qui montrent aussi à quel point il faut prendre de la distance avec un allié qui, même s'il a été conciliant par le passé, par définition, du point de vue du général de Gaulle, va plus défendre ses intérêts propres, ce qui paraît assez logique d'ailleurs, que les intérêts de la France. Et donc, il faut être en situation de pouvoir être indépendant par rapport à ça. Donc déjà, là, on voit bien qu'il y a même une combinaison sur l'ensemble des paramètres. Mais ce serait loin d'être le seul exemple, Antoine, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a deux auxquels je pense aussi maintenant. Il y avait une obsession du général de Gaulle dans les négociations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la France soit reconnue. Et là, ça va revêtir plusieurs aspects, qui sont à la fois l'aspect géographique qu'on a évoqué, l'aspect de la non-préoccupation des logiques idéologiques, et l'aspect de ne pas être contingenté comme une nation, un État qui a été défait, mais dans le camp des vainqueurs. Et il y a un point qui obsédait le général de Gaulle, surtout qu'il avait été particulièrement agacé de voir que la France n'était pas invitée au fameux sommet de Yalta, par exemple. Et il avait fait exprès d'ailleurs de ne pas répondre à Roosevelt parce qu'il considérait que c'était un camouflet. Donc en fait, il ne va avoir de cesse que d'exiger que la France puisse être puissance occupante en République fédérale allemande ou dans la partie allemande qui était réservée aux alliés occidentaux. Et pendant très longtemps, Staline va s'opposer à cette démarche en considérant que les Français avaient été vaincus en 1940. On voit bien d'ailleurs l'importance dans l'esprit de ce qu'on a dit, du débat qui pourrait paraître sinon un peu désuet ou dénué d'intérêt. Mais pour De Gaulle, c'était une question de prestige, mais pas seulement à des fins honorifiques, parce que ça amenait l'ensemble des autres belligérants victorieux à reconnaître que la France avait joué sa part et qu'elle rendossait totalement son rôle de vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, les Russes vont s'opposer à ces situations, mais les Anglais et les Américains vont finir par consentir à laisser une partie de leur territoire à la France, qui de fait va se retrouver être capable d'être force occupante et donc considérée comme victorieuse. Il y a un autre aspect qui est intéressant par rapport aux relations internationales, c'est les considérations assez méfiantes, pour ne pas dire dévalorisantes, que De Gaulle va avoir très tôt envers l'ONU. Alors là, je m'explique un instant, parce qu'on pourrait se poser la question de savoir mais quel est le rapport avec ce qu'on est en train de dire. Seulement, il n'aura échappé à personne, je vais venir à la dernière question, qu'on est quand même très très proche d'une grille de lecture qui se veut réaliste, dans lesquelles les États, et notamment les États-nations, jouent toujours un rôle important. Et donc De Gaulle, dans cette grille de lecture, a toujours été très circonspect sur la capacité intrinsèque de l'Organisation des Nations Unies que de pouvoir jouer un rôle et de pouvoir vraiment jouer un rôle de paix à l'intérieur des États. Et donc, en fait, on connaît bien la fameuse boutade du général de Gaulle qui, parlant de l'ONU, disait « ce machin » avec, on va dire, un air de dédain et de commisération tel qu'on pouvait lui connaître quand il n'était pas satisfait d'une situation. Donc ça aussi, c'est la preuve qu'il entendait gérer les relations internationales au nom de la France et certainement pas dans le cadre d'une organisation dans laquelle, d'ailleurs, il n'exprimait pas forcément de façon aussi ouverte. Il ne pouvait qu'être agacé que de voir que tous les États étaient traités normalement de façon égale, alors qu'il prétendait à ce que la France ait toujours une primauté. Et puis, il y a un dernier exemple qui me paraît important, là aussi, Antoine, parce que ça met en valeur, là aussi, plusieurs idées clés telles qu'on les a énoncées précédemment. C'est l'obsession que De Gaulle a eue que d'être reconnu par l'Union soviétique de Joseph Staline, notamment à la fin de 1944. Parce que là aussi, ça pourrait paraître anecdotique. En réalité, ça se comprend beaucoup mieux quand on le met sous la grille de lecture des logiques qu'on a évoquées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour De Gaulle, il y a toujours la menace présente. Il a quand même vécu 1870, 1940, 1914 d'une attaque allemande, parce que l'Allemagne reste un voisin puissant à la frontière. Donc, dans un esprit d'une alliance à revers, si vous me permettez, il considère que la Russie, et j'emploie volontairement ce terme, vous allez voir pourquoi, la Russie doit rester un partenaire parce qu'elle permet d'encercler l'Allemagne et d'enfermer l'Allemagne sur une guerre sur deux fronts.
Et d'ailleurs, sa réflexion est d'autant plus nourrie par cette logique que c'est bien ce qu'a fait défaut à la France en 1940, puisqu'il y avait le pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Donc en fait, pour De Gaulle, c'est très important d'être reconnu en tant que gouvernement et gouvernement légitime de la France par Staline, parce qu'il veut remettre en place une alliance bénéfique avec Staline. Et là, on voit bien que c'est assez extraordinaire, parce qu'on est à l'aube du début de la guerre froide, et il fait totalement abstraction de la logique idéologique et de la présence de Staline, dont certains auraient pu penser qu'elle aurait été rédhibitoire en termes d'alliance. Ce qui montre bien que les logiques idéologiques et politiques telles qu'on les avait énoncées avant n'étaient pas son souci, mais qu'il avait une vision réelle, une logique de bloc et d'alliance. Si vous me permettez, pour finir mon propos sur cet aspect, il y a une répartie qui est assez célèbre que le général de Gaulle, en tant que président de la République, avait été amené à faire à un de ses collaborateurs, parce qu'en fait, justement, de Gaulle avait toujours l'habitude de parler de la Russie et uniquement d'utiliser le nom ou le concept de Russie et jamais d'Union soviétique. Et un jour, il y a un de ses collaborateurs qui vient le voir et qui lui dit « Mon général, c'est plus la Russie, c'est l'Union soviétique. » Et là, avec toute la hauteur qu'on peut imaginer que De Gaulle avait, De Gaulle répond à son collaborateur « L'Union soviétique n'est que de passage. » C'est à peu près ça le propos, mais la Russie est éternelle. Et donc on voit bien qu'on s'inscrit exactement dans cette dimension, c'est-à-dire que là, dans la temporalité, il y a des États-nations qui, quels que soient les accidents de l'histoire, persistent, et c'est eux qu'il faut considérer, et certainement pas les logiques idéologiques. D'accord, mais alors finalement Fabrice quand même, afin de répondre complètement à notre interrogation, doit-on considérer que cette grille de lecture, qui est singulière, propre au général de Gaulle, ce qu'on pourrait en faire une approche gaullienne spécifique de la géopolitique, ou est-ce qu'au contraire, elle se rapproche d'une grille de lecture relativement, on pourrait dire classique, une grille classique des relations internationales? Alors ça, c'est la question qui, on va dire, est au cœur de notre problématique. Je crois que maintenant, d'ailleurs, on peut la poser parce qu'on a eu la possibilité de mettre en jalon de façon précédente l'ensemble des arguments ou des repères qui nous permettent d'un petit peu faire une synthèse. Et je crois que pour répondre totalement à cette question, Antoine, il s'agit de l'appréhender sous 3 angles différents, selon 3 perspectives différentes, si vous me permettez. D'abord, la perspective, alors, globalement, de la géopolitique. Franchement, quand on reprend l'ensemble de ces logiques, il y a une chose qui apparaît de façon manifeste, c'est que la grille de lecture de Charles de Gaulle, c'est une grille de lecture classique. Et mon terme ne se veut pas du tout péjoratif. Dans classique, il y a, on va dire, académique, il y a historique, il y a presque universitaire. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une sorte de transcendance de la géopolitique qui existe depuis plusieurs siècles et dans laquelle on voit bien que faire de la géopolitique, c'est faire de la réelle politique, c'est tenir compte du réel. Et pour dire clairement les choses, la géopolitique serait donc de la réelle politique, centrée autour d'une notion clé qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer et qui effectivement me paraît essentielle, c'est une notion de rapport de force. C'est-à-dire qu'en gros, quand on voit bien que la paix n'est jamais perpétuelle, qu'il s'agit d'avoir des alliances, on est bien dans une logique de rapport de force. Si on considère cette grille de lecture, le moins qu'on puisse dire, c'est que la lecture géopolitique de Charles de Gaulle, non seulement n'est pas particulière ou spécifique, mais qu'elle est totalement classique dans toutes les dimensions nobles du terme, si vous me permettez. Par contre, il y a peut-être une petite nuance qu'on peut apporter par rapport à ça, qui est spécifique à De Gaulle, je crois. Alors moi j'ai appelé ça, je ne suis pas le seul d'ailleurs, la passion de la France. De Gaulle est habité par une passion de la France. Et ça, c'est important à comprendre parce que ça va quand même avoir ça va amener des infléchissements sur cette grille réaliste. Et je vais m'en expliquer. Il a une passion de la France, je crois qu'elle est empreinte, on le voit bien à travers ses lectures, à travers ses propos, à travers ses discours, d'héroïsme, presque de romantisme, si vous me permettez ce terme. Et on sent bien que pour Charles de Gaulle, la France est un État particulier, j'ai presque envie de dire singulier, unique, avec un destin qui doit lui échoir et qu'aucun autre État n'a d'équivalent par rapport à ça. Ça me paraît assez important parce que c'est ce qui explique que parfois on peut être un peu saisi de certaines différences dans ses actions. Je m'explique. On voit bien que par pragmatisme ou par réel politique, ça lui a d'ailleurs été suffisamment reproché par une partie de ses anciens amis, Charles de Gaulle va être amené à accepter l'indépendance de l'Algérie, tout simplement parce qu'il considère qu'elle est inévitable. Pas forcément parce qu'il le souhaite, mais parce qu'il considère que c'est inévitable.
Par contre, il y a un contre-exemple. Sur l'Europe, le moins qu'on puisse dire quand on entend les discours, quand on voit les positions politiques ou quand on voit les écrits, c'est qu'il y a une certaine confusion, ou plutôt peut-être ambiguïté, si vous me permettez le terme. Et je crois que cette ambiguïté, elle est la résultante, chez De Gaulle, de deux logiques concomitantes, mais qui s'opposent. D'abord, la raison, c'est-à-dire qu'il est certainement intimement convaincu que la grandeur de la France, désormais, passe forcément à travers la construction européenne ou l'alliance européenne, parce que la France seule ne peut plus avoir cette grandeur, mais qu'il n'arrive pas à se résoudre à cette situation de fait et à se résoudre que la grandeur de la France soit nécessairement à travers la construction européenne. Et on voit bien notamment, moi je pense au débat sur la communauté européenne de défense, qui me paraît fondamental dans les années 50, puisque c'était un projet très très ambitieux qui consistait à construire une armée européenne, donc on était dans une optique d'une construction d'une Europe fédérale, d'une Europe politique, qui est complètement à l'opposé, je m'empresse de préciser, avec l'Europe actuelle. On voit bien que, paradoxalement, De Gaulle a toujours dit « je suis contre le projet parce qu'il nous mettrait sous la domination américaine », mais ça sous-entendrait qu'il ne serait pas complètement contre le projet, même s'il a du mal à imaginer que l'armée française ne soit plus autonome et indépendante au service de la France. Donc on voit bien que là, il y a une dimension qu'on qualifiera de sentimentale. C'est peut-être ça la vraie particularité peut-être de Gaulle. Mais en guise de conclusion, je crois qu'on peut quand même s'accorder pour dire qu'on est sur une grille de lecture classique, de réel politique, et que paradoxalement aujourd'hui, si elle peut paraître un peu singulière, particulière, voire atypique, c'est parce que dans la plupart des États européens contemporains aujourd'hui, on a trop tendance à oublier le réalisme, ça se voit bien dans les événements récents en géopolitique, et que c'est parce qu'on a perdu l'habitude du réalisme en géopolitique que la pensée de Gaulle peut paraître singulière aujourd'hui. Fabrice, je propose à nos auditeurs d'observer si la France en particulier et les pays européens en général seront amenés à reprendre en considération ou à s'éloigner de l'approche gaullienne de la géopolitique. Merci Fabrice. Merci Antoine.